Je crois juste que vous aimez me voir souffrir. Atoman. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo parce que soyons un peu sincères, vous vous en fichez des spoils d'Atoman, vous voulez juste voir quelqu'un défoncer le film et en parler et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce que oui, il faut parler de ce chef-d'œuvre tout droit sorti de la Belgique et du Maroc, le premier super-héros marocain. Qu'est-ce que ça donne, bordel? Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est un service utile que j'utilise tous les jours et le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Je vous mettrai dans la description le commentaire épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Belgique, Royaume-Uni, Suisse, Italie. Vous allez avoir la VE-STFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples, sur Netflix, vous avez des films comme Until Dawn, Criminal Squad 2 ou Les Indomptés. Sur Disney+, vous avez déjà des films comme Thunderbolts ou Lilo & Stitch. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max directement, mais si vous avez l'abonnement via MyCanal, connectez-vous à votre compte HBO via Canal sur l'application. Et vous allez avoir Destination Final Bloodlines, vous allez avoir Sinners, La Légende d'Oshi ou encore Freaky Tales. Pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous prenez un peu l'Union Européenne parce que d'après moi, c'est beaucoup plus simple, mais il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire pour n'importe quel autre pays et ça marche pour plein d'autres abonnements comme Letterboxd Patron aussi. Vous le savez, mais en ce moment, il y a plein de sites internet qui ne sont plus accessibles à cause de certaines vérifications. Donc, si vous voulez continuer à vous Denzel de Washington en paix, utilisez un VPN. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés sans aucun problème. Vraiment, tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics, c'est fait. C'est super simple. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le commentaire épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 4,33% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Vous l'avez compris, Atoman est le film des réseaux sociaux en ce moment. Je devais sortir ma vidéo plus tôt d'ailleurs, mais je me suis dit la priorité c'est de vous recommander un film qui est bien. C'est pour ça que j'ai fait ma vidéo de la claque cinéma de l'année 2025 que j'ai sorti samedi. Je me dis Atoman, c'est nul, tout le monde sait que c'est nul. Ça peut attendre un petit peu, mais vous étiez tellement nombreux à me demander une critique, que ce soit premier degré ou pas, vous m'avez tous dit de regarder ce film. Et vu qu'il dure qu'1h25, je me suis dit allez, pourquoi pas. En plus, ma vidéo sur la guerre des mondes avait bien marché. Peut-être ça peut me faire une vidéo avec un BorgosVPN. Prenez un BorgosVPN d'ailleurs. Donc j'ai regardé pour les stats. Je vais pas vous mentir, hein, j'en ai rien à foutre d'Atoman. Et je fais cette vidéo pour l'argent. Voilà, soyons tout à fait sincères. Mais je me suis quand même infligé ça. Donc j'ai envie d'en parler parce que bordel, bordel, bordel. Donc c'est vendu comme le premier film de super-héros marocain, volonté d'en faire une sorte d'événement culturel à la Black Panther, hein. Ça se ressent beaucoup dans le film d'ailleurs, et c'est un grand film, parce que comme tous les grands films, il est sorti sur Amazon Prime Video directement. Lorsque j'ai lancé le film, donc hier, il était top de France. Voilà, la France a bon goût, soyons sincères. Et c'est marrant parce que je savais même pas dans quelle langue était le film au début, est-ce qu'il était en français, est-ce qu'il était en arabe et tout. Le film est en français, il y a marqué original, il n'y a pas de sous-titres. Par contre, donc voilà, si vous voulez regarder le film dans un autre pays et tout, non, il n'y a pas de sous-titres. Il n'est même pas disponible en Belgique, alors que le pays de production, c'est la Belgique. Je sais pas où il est disponible en Belgique. Pour le coup, les Belges, dites-moi dans les commentaires. Mais oui, le film est en français, ce que je trouve un peu triste, parce que tu dis, ok, super héros, voilà, marocain, au moins fais le film en arabe, enfin, mets un peu plus de la culture marocaine dedans, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent français au Maroc. Au moins, voilà, et cette portée plus locale. Mais non, l'idée, c'est quand même de vendre ce film dans des endroits de la francophonie. Et c'est le film de l'artiste, donc sans l'apostrophe, qui est un rappeur que je connais de nom, mais j'ai jamais écouté volontairement. Et après ce film, je n'écouterai pas. Et c'est marrant parce que le film commence avec un rap, une chanson de l'artiste qui parle de super-héros avec ce genre de générique 3D affreux qui fait vraiment un générique de série télé qui a pas de budget. Il y a plein de phrases assez rigolotes dans la chanson. Il parle des responsabilités à la Spider-Man, genre vraiment littéralement la même phrase. Il parle de l'Afrique au sommet, chose qui ne revient jamais dans le film. Genre l'Afrique ne revient jamais dans le film. Même le Maroc ne revient jamais réellement dans le film en tant que chose à promouvoir en réalité, sauf par rapport à une chose. Mais c'est juste des gros plans sur les fringues en mode doré. Et c'est vraiment générique de série comme on en voit beaucoup depuis des années, hein, en réalité. C'est littéralement deux statues et la caméra qui va tourner autour. Et en réalité, si c'était un film à petit budget qui finissait l'œuvre sur ça, je me dis ok, pourquoi pas, t'as ta chanson à la fin comme tous les films, ton générique en 3D, why not? Mais là, c'est littéralement le début du film. Et tu vois ça au début, tu dis ok, je sais à quoi m'attendre. Et en une minute,
t'as compris qu'ils ont pas de thunes. Je veux dire, c'est moche, c'est vraiment dégueulasse tout le long. Et c'est pas la faute des artistes d'effets spéciaux, ils ont pas de thunes, ça se voit. J'ai pas trouvé le budget exact du projet, mais ça se voit qu'ils ont pas de thunes. Et en général, quand t'as pas de thunes, bah en fait, t'évites de faire des films de super-héros qui nécessitent beaucoup d'effets spéciaux. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, t'as le titre qui est montré ici avec la fameuse relique qui sera le MacGuffin de l'œuvre. On sait qu'ils vont vouloir chercher ça. Et en même temps, des signes qu'on voit ici, donc des signes amasiques, si j'ai bien compris. Et ça donne pas du tout envie de voir l'œuvre. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent jamais réellement ça. Vous allez vite comprendre pourquoi c'est un véritable problème. Tu dis, ok, peut-être le A va avoir de l'importance, peut-être, je sais pas, il y a un truc culturel et tout. Non, absolument pas. Et c'est un vrai souci. Ensuite, premier plan du film en, je pense, plan réel. Je pense que c'est un drone qui a pris ce plan. Ça doit exister ce genre de choses au Maroc. Et c'est un lien, tu penses, avec les panneaux solaires. Je veux dire, tu passes de ça, de cette fameuse relique à ce même rond ici. C'est la seule idée de transition qu'ils ont. Tu dis, ok, peut-être il y a un lien entre ça, le soleil, le pouvoir et tout. En réalité, non. Soyons honnêtes, non, c'est juste qu'en fait, ce moment-là, au début du film, c'est la fin du film aussi. C'est là qu'il y a le boss final. Bref, on en parlera après. Mais du coup, tu as ce plan drone ici. Et en même temps, tu dis, en fait, ils ont quand même un peu de budget. Voilà, ils ont des plans drone, ils vont faire des choses assez intéressantes par rapport à ça. Ils vont montrer beaucoup de décors. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais tu dis, en même temps, quand tu commences un film et tu montres les panneaux solaires, que l'action va avoir lieu ici dès le début du film. En fait, non. Pas du tout. Je veux dire, l'action n'est pas du tout là. La première scène, en réalité, ne se passe pas du tout là-bas. C'est juste qu'ils voulaient faire la transition de l'amulette au panneau solaire. C'est tout. La scène se passe pas du tout à côté des panneaux solaires. C'est ça qui est complètement choquant. Dès le début, tu dis, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe ? Et il y a des gros plans grues. Donc tu dis, ils ont du matériel, ils ont un peu de budget mine de rien, t'as ce mec qui va parler de ce qu'il recherche et t'as ce plan grue en plan séquence qui va le suivre sur ce site archéologique qui est pas du tout à côté des panneaux solaires pour le coup. Encore une fois, ça n'a aucun lien. Et ils jouent tellement mal, honnêtement, les pauvres, qu'en fait on dirait du doublage VF par-dessus. Et je me demande vraiment s'ils n'ont pas doublé ces acteurs par-dessus. C'est une vraie question que je me suis posée. Est-ce qu'ils ont doublé leur voix ? Peut-être ils n'avaient pas pris les bonnes prises micro à ce jour, parce que je sais pas, avec la grue c'était compliqué ou je sais pas quoi. Et peut-être ils ont redoublé par-dessus, mais ça se voit que leur voix sort d'un studio, quoi. C'est vraiment horrible. Et ce plan séquence grue est assez long, et tu comprends vraiment le but du film assez rapidement, c'est qu'en fait ils veulent te montrer plus les décors que les personnages, parce qu'en fait c'est un film sur l'office du tourisme, ou en tout cas pour l'office du tourisme marocaine, et c'est pas possible quoi, parce que les personnages là, pendant qu'il y a ce plan grue que les suivent, donc tu les vois à peine, ils sont loin et tout, à chaque fois ils s'éloignent de plus en plus de la caméra, ils parlent de Platon et de la découverte de l'Atlantide, et d'un coup t'es dans une sorte de grotte à ciel ouvert. Je pense que c'est un vrai endroit, mais il doit avoir un mélange de décors vrais, ça doit exister ce genre de truc, et en même temps de studio, parce que l'éclairage est juste affreux et horrible, mais on voit à peine les personnages. En fait, ce qui les intéresse, c'est ça, c'est les décors. Ils parlent de l'exploration de l'Atlantide, ils sont là littéralement 1 minute, et c'est infâme, parce que dans cette grotte, qui est montrée comme un endroit de nature et beau et tout, et d'aventure, un petit peu quand même des archéologues à la Indiana Jones, d'un coup, t'as un vieux texte CGI sur la grotte, quoi, sur le mur de la caverne, et tu te demandes vraiment ce qui se passe, quoi. En 1 minute, on est passé de littéralement cette grotte, cette caverne, on était dehors avec les archéologues, et là, il y a un vieux texte CGI. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Je suis complètement perdu, alors que la grotte aurait pu être bien, que ce soit un studio, une vraie grotte, je m'en fous en réalité. C'est un bel endroit d'aventure, d'archéologie, donc pourquoi est-ce que tu le mets pas plus en avant, tu joues pas plus dessus ? Ils avaient peut-être pas le temps d'être physiquement dans la grotte, ou pas le budget, ou je n'en sais rien, mais c'est ridicule, et tu vois à peine les personnages. Ce qui les intéresse encore une fois dans le film, c'est les décors. Les personnages, ils s'en foutent complètement. Et je vous jure, donc les personnages parlent encore de l'Atlantide, de Platon, je sais pas, de l'amulette qu'ils recherchent, et no joke, ça dure 1 minute. Après, il y a une sorte de coupure, littéralement, il y a un cut, il y a un nouvel endroit qui est montré. On ne sait même pas si c'est la même grotte, alors on imagine que oui, mais elle trouve l'amulette comme ça dans l'eau, quoi. Elle les traîne comme ça dans l'eau, et puis basta. C'est vendu comme un truc hyper important, marquant. Il y a même un mec qui apparaît ici qui n'était pas dans le film avant, il est là, comme ça. Peut-être c'est un mec de la sécurité de la grotte, la vraie grotte, qui devait être là pour le tournage, je n'en sais rien. Mais elle trouve l'amulette hyper important, le MacGuffin du film, qui est dans le générique, comme ça dans l'eau. Et moi, je me dis, en fait, ça n'a aucune valeur. Enfin, ça fait 1 minute 30 que le film a commencé, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et puis on switch. On est à la DG SN. Voilà. Ça switch, comme ça. Ça a pris 2 minutes pour trouver l'amulette, le truc le plus important du film. Et ensuite, ça switch. On nous révèle une sorte de méga criminel escorté par les forces spéciales dans un endroit évidemment hyper technologique et sécurisé. Et on apprend donc que c'est Hakim.
ou Pablo, parce qu'en fait il a plusieurs alias vu que c'est un hacker de renom. Ça joue super mal, hein, soyons honnêtes, les décors sont constamment vides tout le film, vous allez le voir, et il n'y a aucun flow. Pour le coup, il n'y a aucun charisme. Genre l'actrice qui est juste là, elle va s'avancer avec une sorte de manière de se présenter un peu imposante. Tu dis ok, c'est une sorte peut-être de lieutenant, flic qui obéit à cette femme un peu plus âgée, et elle aura une sorte de charisme, elle sera importante. En fait, la manière dont elle s'installe dans la scène et la manière dont elle avance, elle est vendue comme importante, mais à la fois, elle a genre zéro charisme. Elle tient pas bien debout. Genre, t'as l'impression que ses talons sont pas bons pour elle. C'est ridicule, c'est vraiment mal fait. En plus, t'as une sorte d'écho chiant durant toute la scène, et l'autre crétin qui est là, il fait des blagues constamment, pendant que la meuf raconte des choses hyper importantes par rapport à qui il est. Son passé, apparemment, c'était une sorte de Robin des Bois, hacker, durant la pandémie, qui revient d'ailleurs 2 fois. La pandémie, c'est assez particulier. C'est comme le film La Guerre des Mondes. On dirait que c'est un film qui a été fait durant la pandémie, ce qui est très étrange parce qu'il n'y a pas de figurants, c'est toujours des décors vides. T'as l'impression que c'est un film du Covid, presque. Et pendant que cette femme explique des choses importantes, il y a encore des plans drone à l'extérieur, mais cette fois-ci avec plusieurs jeeps, on va suivre des méchants. Et ça dure longtemps, hein. C'est un long plan drone, et ensuite ça va couper vers quelqu'un, vers ce méchant qui est juste là, un mec haut en couleur, loufoque. Mais eux, ce qui les intéresse, hein, ce film, c'est ses plans. C'est ces plans larges, ces plans drones, ces plans en plan séquence, littéralement, de loin, où tu vois jamais les personnages de près. Et toi, t'es censé être investi, mais en fait, t'as aucun enjeu, t'as aucun contexte, tu ressens rien. Pourtant, en théorie, ça aurait pu être entre guillemets impressionnant ce genre de scène pour le budget, mais vu qu'il n'y a pas de contexte, pas d'enjeu, tu ne ressens absolument rien. Et vous allez voir, ils vont vraiment forcer avec ce méchant qui sera insupportable tout le long du film. Mais entre-temps, ça coupe avec la scène d'interrogatoire. En fait, ça qui est pénible, c'est que ça va couper constamment, ça balance plein d'expositions, c'est les mêmes mouvements de caméra tout le temps, ils vont toujours tourner autour des personnages. Vous allez voir à quel point c'est insupportable aussi, mais en même temps, ils reviennent de l'autre côté sur l'amulette, quoi. En mode, regardez, c'est expliqué que c'est des étoiles maléfiques, que c'est l'équinoxe qui devient une sorte de timer. Il faut trouver et mettre l'amulette au bon endroit avant l'équinoxe. Et c'est l'exposition non-stop. Et c'est insupportable. Et tu retournes de l'autre côté, encore une fois, à la même scène d'interrogatoire, avec la caméra qui tourne encore autour des personnages. Et ça le fait, mais tout le temps. Tout le film, ça tourne autour des personnages. Il n'y a pas de cut, hein. Ça tourne comme ça autour des personnages constamment. C'est insupportable, mais vraiment insupportable. Puis l'autre, il fait des blagues nulles tout le temps, mais ça parle de pourquoi il est là. En fait, vu que c'est un hacker de renom, il a créé un virus qui est hyper important, qui a été volé et qui a été utilisé par d'autres organisations pour voler aussi. Donc il doit aider, vu que c'est lui qui connaît ce virus, c'est lui qui l'a créé. Mais cette histoire de hacking ne revient jamais réellement dans le film. Je sais pas pourquoi il est hacker d'ailleurs dans cette œuvre, ça sert à rien, ça ne change rien à l'histoire. Genre cette intrigue du hacking, des cyberattaques qu'il y aura, ne sert à rien dans l'œuvre en réalité. C'est 100% inutile. Plus ou moins, j'exagère un petit peu, mais je vois pas vraiment l'intérêt de pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait un hacker. Et ça me fait rire ce vieux mur qu'ils ont là et tout. Il est assez rigolo à voir avec ces infographies ridicules derrière. Mais justement, ce gangster en couleur va trouver ce fameux MacGuffin, cet élément important dans un endroit avec un immonde éclairage, hein, soyons honnêtes. Qu'est-ce qui se passe? Même le focus est mal fait. Il y a un horrible plan large, on dirait vraiment que c'est faux, c'est du studio. Pourtant, ça pourrait être vrai en réalité, mais ça a fait vraiment studio ici. L'acting est catastrophique. En fait, il en fait des caisses atomiques tout le long, et c'est le but du film, mais ça marche pas du tout, quoi. D'ailleurs, bon, l'acteur, je pense que c'est pas totalement sa faute, mais on dirait aussi qu'il est doublé en VF. En plus d'être misogyne, il dit à la meuf qui est là, l'archéologue, c'est une jolie Indiana Jones sexy, mais au féminin. Et d'ailleurs, il y aura cette gêne, mais abyssale, hein, tout le long du film. Chaque dialogue, t'as envie de frissonner tellement c'est gênant, et il sera évidemment hyper misogyne, c'est le principe. Et vu que c'est un méchant et qui va constamment mal parler à ces gens-là, il va aussi faire un truc qui est très dur, c'est qu'il va détruire ce site archéologique, parce que oui, les méchants, ils font ça, évidemment. Et c'est là qu'on est présenté à Sami Nasri, son personnage qui est un mec haut placé dans une banque, c'est un peu un gangster, ça se voit. Pourquoi? Parce qu'en fait, son commissaire au compte, il va l'ignorer. Il va lui dire non, toi tu bosses pour moi, t'es pas censé m'inquiéter avec des chiffres et tout. Ok, d'accord. Et justement, vu que le virus du hacker a été utilisé pour littéralement pirater des banques, et lui, vu qu'il est dirigeant d'une banque, il va rencontrer cet hacker qui a littéralement zéro charisme, et la flic aussi qui est là, elle n'a pas de charisme non plus, personne n'a de charisme, et évidemment la caméra va tourner autour d'eux constamment. Et parfois elle va s'éloigner, parce qu'en fait, pourquoi voir nos personnages de près? Non mais pourquoi faire? On aime bien quand c'est loin, quand il y a une sorte de doublage qui passe par-dessus parce que tu ressens que c'est pas leur voix, ça on aime bien, ouais, c'est évident, hein, c'est bien dans un film de faire ça. Et en plus de ça, il y a une sorte de phrase assez bizarre sur un hacking, d'ailleurs c'est l'un des seuls plans comme ça du film, genre un plan poitrine comme ça, il n'y en a pas du tout dans le film, il y a peut-être 10 à tout casser, c'est hyper gênant, sinon c'est que des plans comme ça.
de loin avec des personnages qui parlent. Mais là, il dit un truc qui m'a fait un peu vriller, c'est-à-dire qu'il dit il me faut la clé privée. C'est lui qui va dire ça, le hacker. Et j'imagine que c'est son pote IRL à l'artiste dans la vraie vie parce qu'il joue super mal. Hein. Désolé monsieur, mais la manière dont tu as dit la phrase en question qui est ok, je te prépare la clé publique, ça m'a fait vriller. Je veux dire, le mec vient de te dire il me faut la clé privée et tu réponds ok, je te prépare la clé publique. Est-ce que j'ai mal compris le film? Non mais vraie question, peut-être je comprends pas, hein, mais je pense que j'étais en train de phaser à ce stade hein, lorsque je regardais l'œuvre, et les plans en réalité de manière générale n'ont aucun sens. Je veux dire là, la meuf pose une question, donc tu t'attends à une réponse champ contre champ classique, avec la règle des 180, tu vois, chose normale de cinéma. Voici le plan réponse. Voilà. C'est hyper bizarre, je vous jure c'est hyper bizarre, c'est d'un amateurisme légendaire, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe dans le film, au fait on dirait même pas un film, je sais pas comment il s'est retrouvé sur Prime Video, comment il a eu des droits de distribution, mais l'artiste il a quoi comme dossier sur les gens de Prime Video France? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe quoi? En plus c'est un succès, deuxième top France et tout le monde parle du film, mais il y a un moment je me dis c'est quoi ce bordel quoi? Il y a des gens qui essaient de faire des films dans la vraie vie et tout, et là ils font des trucs comme ça, des plans avec la règle des 180 qui est bafouée, ils font ça tout le film. Après heureusement, hein, il y a un tuto cuisine du méchant, c'est pas une blague, hein, parce qu'au fait le méchant, il faut qu'il ait une personnalité. Vous savez, faut qu'il aime les sushis, faut qu'il en fasse des caisses, faut qu'il soit misogyne, faut qu'il ait un mohawk et tout. Voilà, faut qu'il fasse des trucs. Il a toujours l'air doublé, hein. L'acteur, il a l'air rigolo, hein, mais on dirait qu'il est vraiment doublé. Et c'est là qu'on apprend qu'au fait le méchant et Sami Nasri travaillent ensemble. Forcément, lui c'est un gangster et tout loufoque, et lui c'est un méchant de banque, calculateur et tout. Et c'est toujours un enfer les dialogues, hein. C'est de l'exposition constamment. Nasri dit à haute voix que le restaurant est une façade. Ouais, on a compris, enfin on n'est pas con quoi. On a compris que le méchant qui a explosé le site archéologique il y a 2 secondes a un restaurant en tant que façade. On a compris que son activité principale, c'est pas d'expliquer à des japonais, t'as l'impression, parce que je crois que c'est ça, comment faire du sushi. C'est très bizarre hein, d'ailleurs comme scène. Mais en fait, ce qui se passe là, c'est tout ce qui va mal dans ce genre de film. On a donc ce méchant qui a une sorte de lieutenant, encore une fois, mais c'est une femme full cuir, méchante. Ok, d'accord. Il y a un combat idéologique pour le personnage de Nasri parce qu'en fait, il méprise le méchant. Il dit un truc assez intéressant, pour en tout cas lui dans sa tête. Il dit certains aiment les sushis, en parlant du méchant, et certains aiment les bonnes choses avec des vraies valeurs. Quelle valeur? On a compris, hein, t'es un mec en costard et tout, mais quelle valeur? T'es un gangster aussi, mec. Donc en fait, sa personnalité à lui, ça sera vraiment du mépris constamment, et c'est hyper explicatif. D'ailleurs, il va demander au méchant gangster, hein, le mec loufoque avec le mohawk, de tuer notre hacker, et en même temps, il va aussi demander au méchant d'expliquer ce qu'il veut dire, ce qui est particulier. Et d'ailleurs, cette phrase d'expliquer ce qu'il veut dire revient plusieurs fois dans le film, ce qui est très bizarre. Donc là, juste un petit rappel. Il vient de dire, hein, il faut que tu tues ce mec. Qu'est-ce que fait le film? Il y a un cut. Donc normalement, quand il y a quelqu'un qui dit un truc dans un film, va tuer ce mec, et il y a un cut de notre personnage principal qui va potentiellement se faire voler son sac et potentiellement tuer aussi, tu dis qu'il y a un lien entre les deux scènes. Enfin, c'est logique, c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne, un film, en réalité. Sauf que non, en fait, il n'y a aucun lien entre le méchant et ce mec qui vole le sac de Hakim. Aucun lien. Donc lui, il va courser ce mec, et il va presque se faire accidenter par un camion. Mais c'est là que se révèlent ses pouvoirs, comme si de rien n'était. À ce stade, hein, je suis désolé, mais sans le marketing, tu sais pas que c'est un film de super-héros, en réalité. Et l'histoire de la mulette et tout, mais tu sais pas que c'est un film de super-héros. Donc là, ses pouvoirs sont révélés, il prend son envol, littéralement, c'est pas une blague, hein, il tombe sur une voiture, et ne réagit pas. Il ne réagit pas. Donc moi, je vois ça. Je me dis, bah en fait, c'est un super-héros depuis le début, vu qu'il réagit pas. Tu sais, il est habitué. Peut-être son pouvoir, c'est d'éviter la mort, ça s'active automatiquement, ou peut-être il a activé, il s'est barré. Mais au fait, non. Non. Il ne sait pas qu'il a des super pouvoirs. Il ne sait pas. C'est la première fois qu'il a utilisé ses pouvoirs. C'est pas une blague, hein. Donc moi, je regarde ça, il a 0 réaction. Il a 0 réaction, je répète. Il n'a pas réagi une seule fois. Genre, c'est normal ce qui vient de se passer pour lui. Mais au fait, non, ça l'est pas. On explique dans le scénario après que c'est pas normal. Et il revient exactement au même endroit. Donc là, il était devant le camion, on est d'accord, il prend son envol, il tombe sur une voiture, il réagit pas et il revient au même endroit, comme ça, comme si de rien n'était, devant le camion. Tu sais pas combien de temps s'est passé entre les deux moments, tu sais pas à quelle distance il a pris son envol, parce qu'il prend son envol, on dirait qu'il va super loin. En fait, non, apparemment, il est juste à côté, parce que personne n'a bougé. Genre, tout le monde est au même endroit, devant le camion, personne n'a bougé. Et le truc qui est super bizarre, c'est que la meuf lui fait un câlin. Mais la meuf qui était présentée ici comme une sorte de, tu sais, de bad cop, flic et tout, saute sur le mec, lui fait un câlin. Mais meuf, tu le connais pas, ce mec. Qu'est-ce qui se passe? Après, elle s'excuse. Elle dit, ah mince, désolé, je me suis laissé emporter et tout. Qu'est-ce qui se passe dans ce film, quoi? Elle est présentée comme la dure, en réalité. Et elle saute sur le mec pour lui faire un câlin.
Je ne comprends pas. Et après, il y a un cut sur les méchants. Et tu dis, ok, en fait, ils vont expliquer que c'est lui qui a essayé de voler le sac du mec ou l'un de ses sbires et tout. Mais non, il n'y a aucun lien entre ces deux événements. C'est un pur hasard. Ils auraient pu finir la conversation ici, la mettre au montage avant et ensuite avoir la scène où ils volent le sac. Mais non. Et ensuite, ils continuent de parler des valeurs du monde et de ce cyberbraquage qui prévoit. Ça ne sera pas un cyberbraquage, ça sera un vrai braquage. Mais ils disent cyberbraquage, je sais pas pourquoi. Et ensuite, ça recut. Cette fois-ci, on est chez la mère de Hakim. La meuf de tout à l'heure a complètement disparu parce que pourquoi pas. Tu sais, elle était censée être avec le mec tout le temps pour le suivre et l'aider, mais elle a complètement disparu. Et en plus, là, sa mère lui demande est-ce que t'es en couple, t'as une copine et tout. On comprend qu'il y aura une romance entre Hakim et la meuf qui lui a sauté dessus il y a 2 secondes sans raison. Enfin, je suis encore étonné de ce qui se passe. Et sa mère lui dit la vérité. Parce que forcément, Hakim va lui expliquer écoute, tout à l'heure, j'ai volé. Tu sais, il était choqué. Enfin, il était pas choqué, mais en théorie, d'après le scénario, il était choqué. Donc sa mère lui dit la vérité. Lors d'un moment, vous savez, de piano dramatique, long plan séquence, loin des personnages, encore une fois, ce qui enlève un poids assez léger, en réalité, hein, des épaules du spectateur, parce qu'en réalité, on aurait dû être plus proche d'eux. Mais non, on est loin, du coup, on ressent rien, encore une fois. Et oui, le réalisateur n'aime pas être proche de ce personnage avec sa caméra. Et lui dit et demande, c'est quoi la vérité ? Et c'est là qu'on a un plan drone de transition sur une musique absolument affreuse, à mon avis, en mode clip de musique nul. On sait jamais où on est, on sait jamais ce qu'on fait. Pourtant, il y a une envie de connexion avec les origines du Maroc qui sont jamais utilisées. Et évidemment, la caméra, elle fait quoi ? Elle tourne autour des personnages constamment. Là, c'est lui, la voiture. En fait, elle va aller du point de vue du conducteur, elle va revenir vers le mec et repartir vers le conducteur. C'est l'enfer sur Terre, c'est insupportable. Mais on est dans la ruralité. On se dit peut-être, il va essayer de se lier à ses origines marocaines, la ruralité, son passé, des choses comme ça. Donc vous voyez bien où on est. Hein. Le plan d'après, on est là. Il y a un changement total et il faut comprendre un truc. En fait, il y a clairement, à chaque fois, vous allez le voir ici, mais un texte qui indique où on est. Vous voyez, c'est pour les touristes en fait. Quand vous allez aller au Maroc, vous avez vu Ottoman et vous avez envie d'aller là où ils ont fait le film, évidemment. Et c'est toujours comme ça, c'est insupportable, je trouve. Ça a de la valeur uniquement pour l'agence du tourisme. Parce que nous, en tant que spectateurs, on se téléporte constamment. Je veux dire, il y a 2 secondes, on était là on est là. C'est pas la même géographie pour moi. Tu vois, moi, je connais pas le Maroc. Donc je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Comment il est passé de là à là? Surtout qu'avant, t'as l'impression qu'il va aller vers une sorte de maison. Moi, je vous ai pas appris le bon screen, mais t'as l'impression qu'au bout de cette avenue ou je sais pas quoi, de cette route, il y a une sorte de maison. Mais non, en fait, on est là. Donc moi, je ne comprends pas le film. Honnêtement, hein, le truc, c'est qu'il est mal fait. On comprend pas ce qui se passe. Il arrive dans une sorte de village, du coup, mais en plan séquence. Sinon, c'est pas drôle. Et le soleil, tu vois qu'il tape l'objectif de la caméra et tu vois que ça nique tout le temps. Parce que ce moment-là où le soleil sera en plein dans la caméra, ça va arriver constamment et c'est assez drôle à voir. Mais ça montre juste qu'en fait, il sait pas ce qu'il foutait, quoi. Il s'en foutait largement de ce film. Et bon, le mec cherche dans ce village quelqu'un et il va voir une sorte de ninja faire un saut. Il dit ok, bizarre. Mais lui ne réagit pas. Pour lui, c'est normal, encore une fois. Il fait juste demi-tour. Il fait demi-tour et c'est à ce moment-là qu'il se fait contrôler son esprit par une sorte de mec, d'une secte, d'un temple bizarre. Ça le choque pas. Il réagit pas bizarrement. Le mec, il vient de se faire contrôler son esprit. Il réagit pas. Genre, c'est normal. Mais je n'en peux plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien au world building de ce monde. Je ne comprends absolument rien. Mais il est introduit au chef, au maître du temple et rejoint la confrérie. Comme ça, voilà, il a rejoint la confrérie. Désolé, hein. Et là, il rechange de lieu pour le tourisme. Donc, ils mettent plus en avant, évidemment, les décors plutôt que les personnages. Et c'est là qu'on est présenté au pire personnage de l'œuvre. T'as ce clown de service qui est juste là. T'as l'impression que c'est une sorte de maître qui apprend des techniques de danse, d'arts martiaux, genre un mélange des deux. Je me dis, ok, il y a une sorte de danse art martial qui peut être intéressante. Non, pas du tout. Rien à voir, c'est juste un clown qui a pris le costume d'un maître et il fait le clown devant les autres clowns. Enfin, c'est pas des clowns les autres, mais devant les autres personnages. Et le truc, c'est que ce personnage-là, ils sont censés le connaître. C'est le concierge, en fait. Et ils écoutent quand même ce qu'il dit. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi? En fait, les personnages, ils devraient savoir que c'est lui le concierge qui fait de la merde. Et pourtant, ils obéissent. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, cette scène-là, elle marche pour le spectateur parce qu'on pense que c'est un maître alors que c'est juste le concierge qui sert à rien. Mais pour les personnages, ça marche pas. La scène, en réalité. Et ça, je trouve ça, oui, nul à chier, quoi. Disons les choses. Et encore une fois, le focus, il est fait sur les décors. Bah oui, sinon c'est pas drôle. C'est pour le tourisme au Maroc. Et c'est insupportable parce qu'en fait, on voit jamais les personnages. C'est que les décors, la musique à fond, parce que ça, je vous l'ai pas dit, mais la musique est toujours à fond durant tout le film. C'est insupportable et t'as des beaux plans comme ça, hein, entre guillemets, à contre-jour. Bah oui.
Moi, j'aime bien ne rien voir, soyons 100% honnêtes. Et là, c'est vraiment le pire personnage, hein, ce mec, ce concierge. Je veux dire, il fait des blagues nulles non-stop. Il fait que ça. Il prend son téléphone d'ailleurs, parce qu'évidemment, il doit se concentrer sur le fait d'être dans cette confrérie qu'on n'a jamais réellement expliqué ou développé et tout. Donc, il doit lui prendre son téléphone. Mais en même temps, il fait le clown tout le film. À partir de là, le mec, hein, le concierge qui est là, il fait des blagues sur le fait d'être en prison. Le son de sa voix est étonnamment plus fort que tous les autres personnages. Et ça m'a vraiment fait tiquer parce que le mixage son fait que sa voix est beaucoup plus imposante, alors que c'est le clown, que tous les autres personnages. Les autres personnages, limite, ils chuchotent tout le temps, surtout le maître du temple, mais lui, il parle super fort tout le temps et c'est gênant de A à Z. Et là, on est dans un temple. Vous avez vu, on est là. Ok, on est d'accord, on était là. Voilà. On est là, il y a des images, ce village, cette forteresse assez jolie, hein, j'ai envie d'y aller. Hein. En termes de tourisme, ils ont gagné. Voilà, moi j'ai envie d'y aller. Et ensuite, on est là. On est là. Mais pourquoi on est au ski sans raison? Non mais sans déconner, pourquoi on s'est téléporté au ski? En fait, c'est impossible de savoir si c'est un vrai endroit ou si c'est juste un studio parce qu'il y a un filtre vert dégueulasse par-dessus. Et c'est affreux, mais c'est fait que pour le tourisme. C'est vraiment que pour ça. C'est horrible, mais c'est là qu'il révèle les origines du hacker via une séquence 3D dans une sorte de musée virtuel avec des sous-titres. Alors, ces sous-titres-là, peut-être c'est une langue que moi je ne parle pas. Mais c'est des sous-titres qui ont été mis là. C'est le seul moment du film où il y a ces sous-titres. Et je ne comprends pas. C'est pas des sous-titres dans une scène du film comme on a vu tout à l'heure sur le mur, vous savez, dans la caverne. Non, ces sous-titres, ils sont là et ils parlent de ce qui se passe, de cette séquence en 3D. En plus, l'éclairage, regardez bien, n'est pas le même. Hein. On passe de là à là, c'est pas le même alors que c'est exactement la même scène, il n'y a pas une source de lumière qui apparaît. Non, c'est juste mal fait. Et il y a des sous-titres tout le long. Donc moi, je ne comprends pas. Et si vous écoutez, en fait, ça parle de la même chose qu'avant. Il réexplique exactement la même chose qu'avant. Atlas, son frère, l'équinoxe, l'amulet, on s'en branle. On s'en branle totalement. D'ailleurs, l'amulette s'appelle l'astrolabe. Et on dirait un truc de jeu vidéo. Et les sous-titres, moi j'essaie de lire, je me dis mais c'est pas possible, mais de quoi ça parle? Pourquoi il y a des sous-titres uniquement durant cette séquence? Je ne comprenais pas. Vraiment, j'étais étonné. Et cette astrolabe qui devient une ville, c'est l'une des seules idées du film. Tu dis ok, la lame, avec ce truc en CGI 3D dégueulasse, c'est cool, il y aura une transition de l'astrolabe CGI à la ville. Non, on revient à la montagne. Je n'en peux plus. Non mais honnêtement, moi je n'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Alors je sais que c'est le mont Toubkal. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué. En bas à gauche, là où je suis installé, hein, il y a marqué. C'est pour ça que je sais. Mais sinon, à quoi ça sert? Et c'est le même plan que tout à l'heure. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est exactement le même plan que tout à l'heure. Donc pour moi, c'est un plan CGI dégueulasse ou un plan horrible, mais il y a un filtre vert immonde par-dessus, c'est n'importe quoi. Mais c'est là qu'on explique à Hakim qu'en fait, il est l'élu. Pourquoi? Parce que visiblement, c'est l'héritier d'une longue lignée, évidemment. Tout ça expliqué pendant que la musique tarcelle avec des consonances très américaines. C'est étonnant parce qu'en fait, c'est un film qui se veut marocain, avec ses origines locales traditionnelles, et on le ressent jamais réellement. Et ça, c'est vraiment tragique, malheureusement, parce que ça aurait pu être bien, ça aurait pu être une bonne idée. Un super-héros marocain, entre guillemets, la Black Panther sans budget, certes, mais il y avait un truc à raconter, un truc à faire. Mais la réalité est que, au fait, non, c'est nul, c'est mal fait, et t'apprends qu'en fait, c'est évidemment l'élu, mais surtout que sa famille est différente de ce qu'il pensait. Ses parents ont été tués, lui a été adopté, il dit qu'il a 30 ans ici, toutes ces choses-là, et ça rappelle encore une fois le timer du fameux Equinox qui prouve que le film doit se finir avant ce timer et que le personnage doit réussir à y arriver à ce moment-là aussi. Donc forcément, lui est choqué. Voilà, ça vient de le changer, sa vie vient de changer. En fait, il était choqué quand il apprend que c'est l'héritier d'une longue lignée, par contre, il n'était pas choqué quand il a découvert ce super pouvoir. Et ça, c'est lui choqué devant un lac, hein. C'est ça sa réaction. Ça dure 3 secondes, hein. Et c'est ça le seul plan qu'on a sur lui choqué. Il n'y a même pas un plan sur son visage. C'est ça le plan de lui choqué. Non mais rendez-vous compte, moi je n'en peux plus. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Bah il y a des gangsters avec des masques de Purge qui attaquent la banque centrale marocaine. Et pendant que Hakim apprend à utiliser ses pouvoirs, bah eux ils attaquent la banque centrale, ok? Donc lui, il commence à voler. Alors c'est très drôle parce qu'en fait il a les pieds plats ici quand il vole. Comme s'il avait genre, vous savez, des petites fusées sur le bas des pieds quoi. Et c'est moche de une, on dirait juste qu'il a été posé sur une boîte au lieu d'être attaché à une grue et avec évidemment une sorte de harnais qui l'emporte et tout. Non, il a juste attaché une boîte, c'est très peu bizarre, la musique est super forte, encore une fois ça va pas du tout, mais surtout, encore une fois la caméra va tourner autour d'eux, la caméra tourne constamment, l'autre clown il fait des blagues, encore une fois on voit que la scène ça n'a pas été filmé au même moment parce que c'est pas du tout le même éclairage, c'est pas du tout la même colorimétrie, pourtant c'est la même scène, hein. C'est la même scène. Le mec, il est là, il est juste là en fait, en réalité. Et pendant que lui vole. Donc c'est vraiment l'enfer sur Terre, cette séquence. Encore une fois, il y a zéro gros plan, hein. C'est que des plans drone, de paysages. Ça enlève complètement l'attachement, je trouve, au personnage. La musique me fait chier tout le long de cette scène. Et la scène d'action, ici, présente, en fait, c'est le mec, Hakim, qui découvre ses pouvoirs et affronte un homme qui a littéralement contrôlé son esprit il y a 7 minutes. Et il arrive à l'affronter sans trop de problèmes, en réalité.
Il s'en sort bien. Je dis pas qu'il gagne, mais il s'en sort bien avec ces magnifiques effets de particules évidemment à chaque coup parce que sinon c'est pas drôle. Pendant que les gangsters, oui, eux, à contre-jour parce que sinon c'est pas drôle, se mettent torse nu. Et parce qu'il faut le faire, hein, voilà, c'est un mec un peu foufou, faut qu'il se mette torse nu, il a une personnalité, ne l'oubliez pas, il a des fumigènes, il est sur de la musique rap et tout, voilà, c'est un cyberbraquage, hein, pour rappel, cyberbraquage. Pour moi, on dirait juste un vrai braquage, mais ok, et on dirait un clip de musique qui sert à rien. Il se passe rien ici, juste ils dansent, et ils essaient trop d'en faire avec le méchant. Mais constamment, ils en font trop tout le temps, c'est insupportable, ça m'énerve, ils forcent de ouf avec et c'est insupportable, et de l'autre côté, bah Hakim, forcément, lui, apprend à voler. Pourquoi? Parce que le combat à main nue comme ça le saoule. Donc il apprend à voler, voilà, il prend son envol. Ici, il utilise une sorte d'onde de choc pour assommer son ennemi. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est lui qui tombe, qui se fait assommer. Il y a un plan POV de la caméra qui va vers le sol. Vous voyez, ils n'ont aucun impact, hein. Ils n'ont rien subi de l'onde de choc. Et vu qu'il est fatigué, il s'évanouit avec une couleur complètement différente, encore une fois, de la scène, alors que c'est littéralement la même scène. Il est trop puissant. Donc forcément, il a dû s'évanouir. Et ça revient plus tard dans le film. Quand il utilise ses pouvoirs, il s'évanouit. Mais pas tout le temps. Que à certains moments, quand il utilise trop ses pouvoirs. Mais c'est l'un des seuls moments où on a un premier plan, je dirais, ou l'un des seuls en tout cas, sur le personnage, quoi. Avoir une caméra, une distance sincère, honnête, voilà, plan poitrine, comme ça. Mais c'est tout, il y en a, je vais tout casser 10 dans le film, et c'est pas possible, quoi. C'est horrible. Donc moi, ça m'énerve. Et vu qu'il s'est évanoui, il se rappelle pas de ce qui s'est passé. Et il va évidemment demander au clown ce qui s'est passé. Le clown lui fait un baratin. Il est insupportable, hein. Franchement, moi, je voulais qu'il meure tout le film. Ce mec, il était tellement casse-couille. Mais voilà, évidemment, ça marche pas. Il lui fait des blagues et il faut que le maître intervienne. Il faut qu'il lui dise la vérité. Il a un t-shirt pour faire le clown aussi, évidemment. Et c'est là que le mentor va tout lui dire. Il va lui dire écoute, tu dois venger tes parents. Il y a un plan séquence dans ce village. Vous voyez l'éclairage, on est d'accord, hein. Pendant que lui raconte l'exposition de la scène, l'exposition qui est la même que tout à l'heure, hein. Ses parents, l'héritage, l'amulette, voilà, tout ce qu'on l'équinoxe, c'est la même chose qui est répétée en boucle tout le film. Regardez bien la scène, même éclairage. Non, 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 même scène, hein. Même scène, même séquence. L'éclairage est complètement différent. Ils ont pas vérifié les ISO sur la caméra? Non mais c'est pas possible. Il y a un moment, c'est quoi ça? Non mais qu'est-ce qui se passe? On est où? On est où? Non mais c'est insupportable. Non mais je vous jure, c'est pas possible. Tu regardes le truc, tu te dis c'est même pas drôle au fait. C'est gênant. Moi j'étais gêné pour le metteur en scène. Je me suis dit c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait? T'as été payé combien, sincèrement, pour faire ça? J'étais vraiment gêné pour le mec, hein. C'est la même scène. C'est la même scène. Bordel. Et puis de l'autre côté, bah qu'est-ce qui se passe? Samir Nasri se fait opérer l'amulette qu'il a volée grâce au gangster dans le torse. Parce qu'apparemment c'est ce qu'il faut faire, hein. Et de l'autre côté, on revient chez nos personnages et ils sont où? À la montagne. Je n'en peux plus. Pour moi, qui connais pas le Maroc, ces événements-là et ces lieux-là sont intrinsèquement liés par 12 mètres. Non mais sans déconner. C'est pas du tout les mêmes paysages, ils se téléportent constamment, je ne comprends rien à la géographie de la séquence. Peut-être c'est logique, hein, peut-être il y a la neige puis le village à côté, mais moi je ne comprends rien. Mais qu'est-ce qui se passe? On a cette armure qui sort de nulle part, évidemment, qui ne lui va pas, hein. Clairement il flotte dedans, la couture n'était pas bonne visiblement, et encore une fois c'est un plan pour l'office du tourisme, on est honnête, hein. Et on a un plan poitrine. J'étais étonné, putain je me dis la caméra est proche du mec, j'étais étonné, j'étais content. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit effort émotionnel. On voit enfin pour la première fois ce mec un peu proche de la caméra. Il va nous dire un truc intéressant. Non, en fait il te réexplique la même chose en boucle pour la 3e ou 4e fois. Pendant que la musique trop forte était en train d'écouter. J'ai un bon système son, hein. J'ai un système son à 2000 balles, plus même. Et j'écoutais, tu sais, je me dis mais j'entends rien à ce qu'il dit, ce mec il est complètement fou. Ça m'a fait aller dans mes paramètres. Non mais sans déconner, la musique est tellement forte, je me dis c'est pas possible. Vous savez dans les jeux vidéo vous pouvez descendre la musique et tout. Je voulais faire ça. Je voulais moi-même faire le mixage son du film parce que je n'en pouvais plus. En fait, et c'est insupportable tout le film. Surtout que ce mec, il dit quoi? Il dit que l'énergie ne vient pas de l'armure, mais de toi, Hakim. Juste avant que l'armure s'active avec son énergie. Non mais il y a un moment, ok peut-être l'énergie vient pas de l'armure, mais du coup n'active pas l'armure avec son énergie, il y a un moment stop quoi. Il y a des trucs comme ça, je peux pas. Moi je peux pas, je n'en peux plus, je pète un câble à faire des vidéos comme ça là. Il y a une vidéo comme ça par an. Voilà, il y a un Guerre des Mondes par an. Atoman c'est trop, moi je n'en peux plus. Ensuite forcément vu que bah il vole, il faut qu'il vole pour de vrai, pour une fois. Comme dans Man of Steel, les mêmes plans que dans Man of Steel, slow motion, mais sans la musique de Zimmer évidemment, et la même scène pompée sur Man of Steel, sauf que Man of Steel ça dure une bonne minute quoi. Là ça dure 10 secondes parce qu'en fait il n'y a pas de budget, et c'est le même gros plan slow motion dégueu à la Man of Steel quoi, classique, c'est horrible. Mais on retourne chez les flics, alors là, hyper drôle. Pourquoi? Parce qu'il y a ce plan couloir sur les flics évidemment, et moi ce qui me fait rire c'est qu'il les filme comme ça, et à partir du moment où la caméra passe, alors t'as l'impression que ça passe à travers un mur CGI, et je pense que c'est ça, et non pas au-dessus de ce mur. Mais pourquoi? Ça ne sert à rien.
Parce que c'est le même décor. Donc ils ont juste fait ça pour frimer. C'est tout. C'est juste ça. Ça sert à rien. C'est le même décor dégueulasse que tout à l'heure. Le décor vide, horrible de cette police sécurité nationale. C'est quoi? On a dit quoi? DGSE? Non, ça c'est chez nous en France, je crois. Je sais plus, mais peu importe. C'est de la merde. Vraiment, c'est sans raison. C'est de la merde. Il y a des trucs comme ça. C'est vraiment horrible. Mais ce qu'on dit dans cette scène, c'est qu'en fait, maintenant, Hakim, vu qu'il n'a pas répondu à son téléphone parce que le concierge lui a volé pour se concentrer sur son entraînement qui n'existe pas d'ailleurs, je vous précise, vous allez voir dans une seconde. Mais voilà, maintenant, vu qu'il a quitté son poste, entre guillemets, qui était déjà recherché, il sera de nouveau recherché par la police. Et Hakim doit faire face maintenant au méchant et à la police parce que Interpol va aussi le rechercher. Et honnêtement, désolé pour les actrices, mais elles ont du mal. Elles ont du mal à finir les phrases parce que le dialogue est tellement à chier, je peux comprendre l'hésitation de finir ces dialogues, mais c'est gênant en fait. Même pour nous, on regarde ça, on est gêné par ce qui se passe. On se dit, mais putain, peut-être cette meuf, je la connais pas assez bien, peut-être elle a une grande carrière, mais là, elle arrive pas à finir ses phrases et c'est hyper gênant. Et de l'autre côté, bah lui, il a fini son entraînement. Ouais, il a fini son entraînement. C'est pas une blague. Il y a eu 2 scènes de 30 secondes chacune et il a fini son entraînement. Là, il va partir, s'en aller parce que son entraînement est fini. Donc il a repris son téléphone, mais c'est trop tard. Interpol le recherche. Et il dit qu'il était occupé, voilà, il était avec sa famille, je sais pas quoi. Bref, il cherche une excuse, mais c'est trop tard. Interpol va le rechercher, chose qui n'arrive jamais dans le film. Jamais. Jamais il y a une scène où Interpol est un problème, un danger. D'ailleurs, le mentor même, après genre 30 secondes d'entraînement, lui dit tu es prêt, tu peux partir. Mais si tu dois partir, prends le concierge avec toi. Parce qu'en fait, ils veulent se débarrasser de ce casse-couille. Du coup, la confrérie veut se débarrasser de ce casse-couille et le refourguer à Hakim et à nous, les spectateurs. Ouais, c'est une bonne chose. Et je vous jure, encore une fois, écoutez ces scènes, il parle plus fort que tous les autres. Et pas parce qu'il parle fort, c'est juste que le mixage son est fait pour qu'on l'entende plus que les autres. Donc lui, recherché par Interpol, décide de se déguiser et d'assister à la conférence de presse de la DGSN. Voilà, je l'ai renoté ici. Et le mec, il est là, au calme. On peut se dire, bah, comment il est rentré ici? Bah, c'est un hacker, il a piraté, il a fait une carte de journaliste et tout. Bon, c'est jamais réellement expliqué. Mais il revoit la meuf de tout à l'heure qui lui a fait un câlin. Il présente le clown à la meuf, parce que c'est important, évidemment. Et l'autre avec son déguisement, ça c'est un vrai déguisement. Donc le mec a réussi à passer littéralement les portes de la DGSN marocaine avec ce déguisement-là. Moi je considère ça comme du racisme anti-marocain. Il prend la DGSN marocaine pour des gros débiles. Voilà, moi je le dis, c'est comme ça. Et il parle de piratage, de VPN, de proxy. Et le seul truc que vous devez savoir sur les VPN, c'est que mon code est dans le lien de la description épinglé. Donc honnêtement, foncez sur Cyborgos VPN parce que là, il dit de la merde. Il dit vraiment de la merde. Mais au moins, on a un plan poitrine. Et la règle des 180 est respectée. Alors oui, la caméra tourne autour d'eux constamment, mais la règle des 180 durant cette scène était respectée. Donc bref, là, il parle du fait qu'ils doivent faire alliance et tout. Et la caméra retourne autour d'autres personnages. Parce que voilà, il faut le faire. Si la caméra ne tourne pas autour de 2 personnages, c'est pas drôle. On s'amuse pas. On pète pas un câble en regardant le film. Non, il faut le faire tout le temps, constamment. Et là, il reste 30 minutes de film. Qu'est-ce qui s'est passé dans le film? Il s'est rien passé pour l'instant. Il reste 30 minutes de film. Donc ils vont en boîte. Pourquoi? Parce qu'ils font un moment un peu romantique entre les deux pour développer une romance. Ils ont zéro alchimie. Ils n'interagissent jamais ensemble en réalité. C'est insupportable. Mais la boîte de nuit est vide, c'est pour ça que je vous dis qu'on dirait un film Covid, parce qu'il y a quelques figurants, à chaque fois une distance donc, de Covid quoi, et la boîte est vide, il est horrible, c'est insupportable, et devinez ce que fait la caméra, bah elle tourne autour, voilà, elle tourne autour d'eux constamment, mais cette fois-ci, attention, cette fois-ci le fait que la caméra tourne autour révèle, vous savez la lieutenante du méchant, gangster avec son mohawk, mais là elle est pas en cuir, mais avec une tenue différente, mais on la reconnaît, et là pour une fois la caméra qui tourne, tu dis ah, elle je la connais, en fait c'est un guet-apens. En fait, c'est un piège et tu comprends un petit truc. Et il y a la clown, évidemment, qui danse, parce que sinon, c'est pas drôle. Si le clown ne fait pas le clown, c'est pas drôle, constamment. Hein. Dédramatiser une scène, alors dédramatiser, il n'y a pas beaucoup de drame, hein, mais il y a le clown qui danse constamment. On n'entend pas ce qu'ils disent, aussi, ce qui est un vrai souci. En fait, ils se plaignent du prix. Ils ont pas de thunes, ils se plaignent du prix. On ne sait pas comment ils rentrent dans la boîte, s'ils ont pas de... Enfin bref, je vais pas rentrer dans ce débat-là, je m'en fous en fait. Ils ont pas de thunes, ils font des blagues, et on n'entend pas ce qu'ils disent, sauf le clown. Le clown, on entend ce qu'il dit, mais les autres, on n'entend pas ce qu'ils disent. C'est vraiment un truc de fou, c'est insupportable. Et il y a un plan sur les danseuses. Et je me dis, putain, ça c'est intéressant. Il se passe un truc dans le film. C'est-à-dire qu'on a quitté nos personnages principaux pour partir vers une danseuse, pour la montrer. Alors c'est peut-être pour l'office du tourisme marocain, encore une fois, je n'en sais rien, mais au moins il y a une tentative artistique. En fait, non. C'est juste pour ensuite mettre le clown devant les danseuses. C'est tout. Est-ce que ça c'est une proposition artistique? Peut-être. Mais c'est ridicule. C'est horrible. Et ça me fait de la peine. C'est pas grave. Hakim se lève, il va enquêter. Il veut enquêter sur ce qui se passe, en plan séquence évidemment, en mode les affranchis sans que ce soit bien en fait, tout simplement, parce qu'il descend et tout. Tu dis ok, je vois l'inspiration scorsésienne un peu, mais c'est ridicule. Il y a rien. Tu sais, dans les affranchis, il y a une cuisine, il y a des couloirs et tout. Là, il y a rien. Il y a vraiment rien du tout quoi. Juste il descend,
Je sais pas pourquoi il y a des plans séquences comme ça tout le film. Je ne comprends pas cette obsession avec les plans séquences sans rien raconter. Il se fait choper par le méchant évidemment et il essaie de se justifier. Il est en mode ouais, le méchant il m'a chopé et moi je suis un clown, je fais des blagues. Il essaie d'être charismatique l'artiste mais il est nul à chier évidemment. Il y a aucun charisme, il y a rien. Il essaie de draguer la lieutenante et tout. Il a joué un peu nonchalant. D'ailleurs c'est marrant parce que je vous l'ai dit tout à l'heure que la deuxième fois que dans le film on dit au personnage, au méchant, j'imagine que tu vas me le dire. Et c'est là que ça arrive pour la deuxième fois. C'est horrible. Tu sais, il répète en boucle des phrases de dialogue constamment. 2, 3 fois, vous allez voir. Donc on a un vieux plan tout nul sur cette meuf qui dit « Ok patron », je pense pour des raisons contractuelles, parce qu'en fait l'actrice voulait avoir quelques répliques de dialogue, j'imagine, voilà, parce que c'est comme ça. Donc ensuite on switch à un ring de MMA. C'est pas une blague, hein. C'est vraiment pas une blague. On switch à un truc de MMA, un peu ghetto évidemment, secret, on se téléporte dans le film. D'une scène à une autre, on sait pas où c'est ça. Mais bon, c'est comme ça. Et forcément, pour le film, il faut qu'il y ait un combat de MMA entre Hakim et le méchant. Vous savez, le méchant qui danse, qui est loufoque, qui est fan de sushi, qui est torse nu lors de braquage, qui a des fumigènes qui servent à rien. Il va checker, du coup, Hakim qui accepte. Et qu'est-ce qui se passe ici? Normalement, dans un film normal, là, le méchant va atomiser Hakim. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne, on est d'accord, hein. Non, Hakim lui pète la gueule, mais quand je vous dis il lui pète la gueule, il lui pète vraiment la gueule tout le long, quoi. J'étais étonné, je me dis, bah attends, qu'est-ce qui se passe? Le méchant que tu me teases comme un bad boy un peu fou loufoque se fait péter la gueule. Sérieusement? Donc il lui pète la gueule, là les gens de la confrérie apparaissent. On sait pas pourquoi, on sait pas comment, on sait pas d'où ils viennent, mais ils apparaissent. Pourquoi est-ce qu'ils apparaissent? Parce qu'en fait, même si Hakim pète la gueule au mec, il se prend un coup. Il se prend un petit coup et le film vraiment met en avant ça comme un échec. Alors forcément, la caméra tourne autour de la scène tout le long, on est d'accord, hein. Après avoir tourné pendant plusieurs minutes autour de ce combat nul à chier, évidemment, un seul coup est montré comme un échec, alors qu'il lui a cassé la gueule tout le long. Et ça, je ne comprends pas. Mais évidemment, vu qu'il s'est pris un coup et qu'il est en train de perdre, après avoir vraiment fracassé le mec tout le long du combat, et juste après un petit coup, il décide, ok, je vais faire de la magie. Donc il fait de la magie, il pousse le méchant, qui retombe sur ses pieds. Et ça arrive 2 fois dans le film. En fait, le super pouvoir de l'artiste dans ce film, c'est de un peu pousser un mec qui va faire un petit bond en arrière et retomber sur ses pieds. C'est pas une blague, hein. C'est vrai. Donc le mec, il panique, il sort son flingue, il tire, lui esquive comme dans Matrix. Pourquoi il est aussi loin? Non mais sans déconner, pourquoi il est aussi loin dans ce plan? Pourquoi? Mais c'est pas une blague, il esquive comme dans Matrix. Et la balle qui est juste là, et ça c'est la tête de l'artiste. Prime Video, hein. C'est un film top de France. Donc il se téléporte cette fois-ci littéralement. Ah oui, parce que je vous ai pas dit. Parce que je savais pas. Mais il se téléporte. Il peut se téléporter au fait ce mec. Il peut physiquement se téléporter. On l'apprend maintenant. Et ensuite il utilise plus jamais ce pouvoir de téléportation qui pourrait être un petit peu utile. Même si c'est 2 mètres de téléportation. Là il se téléporte pour la première et dernière fois du film. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Non mais je n'en peux plus. Non mais soyons sincères, soyons honnêtes. C'est pas possible. Il se téléporte une seule fois dans le film. Et vu que le mec a peur de la magie noire, c'est ce qu'il dit, il le laisse partir. Et je crois que c'est la première réaction normale dans ce film. Le mec, il découvre que les super pouvoirs existent. Il sort son flingue, il essaie de lui tirer dessus. Logique. Et là, quand il perd, il dit ok, non mais casse-toi, c'est bon. C'est bon, moi j'arrête. Première réaction logique d'un personnage dans ce film. Mais vraiment. Donc forcément, vu qu'il a échoué de capturer le méchant, Sami Nasri va le punir. Et il y a ce plan séquence de lui dans son restaurant qui descend les marches de son restaurant. C'est super long, j'imagine que c'est pour créer du stress, mais en fait on s'en fout. Et pourquoi Sami Nasri est au courant? C'est qu'en fait la meuf, c'est une traître. Voilà. C'est juste pour ça. C'est juste parce que c'est une traître. Donc il y a une gêne absolue dans les dialogues de mépris de classe, misogynie. Sami Nasri qui le traite de drag queen, c'était un peu rigolo. Vu sa gueule avec sa mohawk et tout, ça c'est un peu drôle. J'avoue, lui qui traite la lieutenant de salope 3 fois, il dit salope dans le film, et 2 fois qui dit qu'il va faire du sashimi de quelqu'un, insupportable. Mais forcément, vu que Sami Nasri est un vieux mec, vous savez, d'entreprise de banque, il peut pas se battre en réalité. Sauf que rappelez-vous, il a l'amulette maintenant dans son cœur, dans sa poitrine en tout cas, et il envoie ses gardes. Donc forcément, le méchant qui s'est fait tabasser par Hakim, qui est genre un mec qui a jamais eu d'entraînement en réalité, il détruit les gardes qui sont entraînés. Bon, ça c'est un autre débat, on va pas reparler de ça. Et ensuite, bah, vu que le méchant, maintenant, il a une nouvelle amulette, il congèle le mec à la mohawk. Voilà, c'est ça son pouvoir, c'est congeler les gens. Et ensuite, il fait des blagues sur les cocktails. Genre en mode, on est dans un restaurant, on n'est pas dans un bar, hein, on est dans un restaurant, il fait des blagues sur qui veut de la glace dans ses cocktails. Ok, je sais pas d'où ça sort. Ensuite, il gueule « Allô ».
il gueule allô constamment. Comme s'il y avait un truc par rapport au fait que le mec parlait beaucoup, le son. Le seul son qui est chiant, c'est le clown qui parle trop fort en termes de mixage son. Et là, Sayid Nasri, il se lâche. Il se lâche, mais il se lâche de nulle part, en fait. Tu comprends pas ce qui se passe. J'étais étonné de savoir que je vivais cette expérience, en fait. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je regarde? En fait, je m'amusais même pas. Je trouvais ça gênant. J'étais gêné pour ces acteurs, j'étais gêné pour l'équipe technique. J'étais gêné pour ces gens qui ont dû être payés au lance-pierre pour ce film de merde. J'étais hyper gêné. Mais la gêne continue parce qu'en fait, ce lieutenant, enfin cette lieutenant du coup, qui arrive et se rapproche de Sayid Nasri et dit « Maître ». Et lui, tu sens qu'il a un truc un peu sexuel. Et il kiffe. Donc il dit « Continue de m'appeler maître ». J'ai envie de me foutre en l'air. Il reste 14 minutes de film, du coup c'est le moment idéal pour un dîner romantique sur le toit d'un bâtiment. Alors pourquoi ils ont un dîner sur un toit d'un bâtiment? C'est le toit où vit sa mère. Parce qu'en fait, sur ce toit-là, Interpol ne peut pas intervenir. Ok, d'accord. Mais la vraie excuse scénaristique, c'est qu'en fait, sa mère veut rencontrer la future copine de Hakim. Et la meuf qui est juste là, elle sert juste de love interest. Soyons 100% d'accord, elle ne sert qu'à ça, que de love interest pour le personnage. Elle n'a pas de personnalité, elle sert à rien. Mais ce qu'elle dit en arrivant, c'est qu'en fait, Interpol ont arrêté de le suivre. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais voilà, Interpol, c'est fini. Ils n'ont jamais été utiles dans l'histoire, mais c'est fini. Ok, c'est comme ça. Et la meuf, elle dit ça comme ça. Et elle est contente d'être à ce dîner romantique. Alors qu'en fait, ils n'ont jamais parlé, ces gens-là, mis à part de travail. Ils n'ont aucun lien. Ils ont rien ensemble. Mais c'est là qu'il va assumer ses origines, vous savez, de super-héros à cette jeune femme. Et évidemment, le clown est là pour nous casser les couilles à nous, les spectateurs. Et sa mère qui est contente parce que voilà, c'est trop mignon, mon fils, il a une copine. Blablabla, des choses comme ça. Ils sont pas ensemble hein, pour l'instant. C'est juste un petit dîner romantique pour le travail, en théorie. Et ça dure 2 secondes, ils parlent de rien. Ils parlent vraiment de rien. C'est fini. Hein. Après ça, il y a 2 plans, il y a juste ça, et c'est fini. Hein. C'est pas une blague, il y a juste ça. Ils parlent de rien. Il y a rien. Il y a rien dans le film, en fait. Il y a vraiment rien et c'est flagrant. En fait. Et c'est ça qui me choque, c'est que juste après, il y a une sorte de montage vidéo, vous savez, classique de film de super-héros. Au fait, le super-héros va sauver plusieurs personnes et devenir un super-héros. Vous savez, le montage de film de super-héros qui arrive au bout d'1 heure de film. Genre maximum. Là, il reste 10 minutes de film. Il reste 10 minutes. À peu près. Donc là, en gros, qu'est-ce qui se passe? Il y a un influenceur qui va filmer la ville et il y a un fou avec une machette. Atoman va intervenir avec son costume qui lui va pas du tout. Encore une fois. Ça, c'est la gueule d'un héros, on est d'accord? Regardez cette envie de sauver les gens sur son visage. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Non mais mec, moi, tu me sauves, j'ai des doutes, au fait. C'est pas possible. Et rappelez-vous, son super pouvoir, c'est quoi? C'est de un peu pousser les gens qui vont retomber sur leurs pieds. Là, sur le plan que je vous ai pris en screen ici, on dirait que le mec va tomber. Non, non, il tombe pas. Il est juste retombé sur ses pieds, il va se relever, là. C'est ça le super pouvoir d'Atoman. C'est de pousser un peu les gens. Et forcément, l'influenceur va lui dire, écoute, je te tag sur la vidéo que je viens de filmer de toi. Comment tu t'appelles? Et il dit, je m'appelle Atoman. Ok. Donc, comment expliquer ce prénom? Bah, c'est simple. Vu qu'il va percer sur TikTok après ça. Parce que normal, tu vois, il y a un super-héros dans le monde. Logique qu'il perce. C'est normal, on est d'accord. Et il va au JT. Il va au JT. Là, on dirait qu'on est dans The Boys, mais sans budget. Le costume qui lui va pas, la scène en question, c'est un plan d'anthologie. Moi, j'étais submergé par le fait qu'il restait 10 minutes de film et il se passait tout ça. J'étais en train d'halluciner, en plein rêve lucide. Genre, d'où il sort ces plans de lui qui vole d'ailleurs? C'est juste les plans qu'on va voir dans le film juste après. En fait, ils ont repris les mêmes plans que dans le film, qui étaient filmés pour le spectateur, et les ont mis derrière dans le JT. Parce que oui, qui va voir des plans du mec qui vole pour le JT? Dans le film, ça n'existe pas. Mais ici, on s'en fout. On s'en fout. Donc il explique les origines du prénom, par rapport à sa culture amazigh, qui n'est jamais mise en avant, jamais dans le film, jamais, jamais, jamais. Mais là, il le dit. Mais fils de pute, désolé, hein, mais fils de pute, chien de la casse. Tu n'as jamais parlé de ta culture tout le film. Et là, d'un coup, tu te sens plein de cette culture. Va te faire foutre, mec. Je n'en peux plus, je n'en pouvais plus. Le film se fout de ma gueule. Le film se fout de ma gueule, désolé d'avoir craqué. Mais le film se fout de ma gueule, tu vois, il y a un moment, il parle de sa culture comme ça, sans raison. Mais connard, fallait faire un film sur ta culture. Moi, j'aurais kiffé, ça aurait été intéressant, au moins. Mais non, non. Que des plans séquences dans des villages avec l'objectif de la caméra qui se fait cramer par le soleil à 45 degrés au Maroc, là. On est dans The Boys. On est dans The Boys. Je vous jure, on est dans The Boys. Mec. Mec, c'est quoi ce costume? Mais mec. Mais comme... J'espère, l'artiste, que c'est ton argent à toi que t'as mis dans ce film et que maintenant t'es fauché. Désolé de le dire comme ça, mais j'espère. Là, c'est un crime. Non, mais c'est pas possible. C'est un vrai plan du film. On est chez les fous. On est chez les fous.
Je n'en peux plus. Je craque en direct. Non mais c'est un truc de fou. En plus, le pire, c'est qu'il bégaye. Il n'arrive pas à parler. Il a du mal. Il a vraiment du mal. Et c'est pas un trait de personnage. C'est que l'artiste, littéralement... L'artiste, MDR. J'espère qu'en musique, il est meilleur qu'en cinéma. Hein. Il n'arrive pas à parler. Et il bégaye et il parle d'une mission top secrète. Mais quelle mission top secrète? Moi, je suis dans le film, je suis spectateur, je sais pas de quoi tu parles. De quoi tu parles? Mais il se fait interrompre. C'est urgent, il doit partir. Et j'exagère un peu tout à l'heure quand je disais qu'il restait 10 minutes. En fait, à partir de ce moment-là, il reste 12 minutes avec le générique et la scène post-générique. Mais bon, il restait 15 minutes juste avant. Donc son agent le clown prend le contrôle de la télé, du JT, parce que voilà, j'étais pas assez bouche bée durant tout le film, donc voilà. Il y a une course-poursuite de la meuf qui sert à rien. Elle se fait courser. Atoman n'intervient pas. Il y a un slow motion à chaque virage. C'est pas une blague. À chaque virage, il y a un slow motion. On ressent jamais le danger. Et se téléporte, voilà, d'une scène à une autre. Les décors avant tout, évidemment. Il faut aura farmer le Maroc. Moi, ce film m'a rendu raciste. Hein. Non, mais sans déconner. Hein. Non, mais ça a l'air joli le Maroc. Hein. J'ai envie d'y aller. Hein. Ça a l'air très très bien. Mais depuis ce film, je hais le Maroc. Voilà. Désolé, mes abonnés marocains. Allez vous plaindre de l'artiste. Il m'a radicalisé. Je suis devenu anti-marocain à cause de lui et ce film de merde. Je n'en peux plus. Non, mais sans déconner, quoi. Et elle rentre dans un bâtiment. Et elle explose. C'est pas une blague, hein. Elle rentre dans un bâtiment et dit qu'elle est en sécurité. Elle explose. Elle est à l'hôpital. Donc là, c'est la motivation pour le personnage principal qui a perdu sa copine, entre guillemets, ou en tout cas qui est malade, de se venger. Ah, t'as fait du mal à ma copine, je vais me venger. Il reste 8 minutes de film. 8 minutes de film. Générique inclus. 8 minutes. La meuf, elle est à l'hôpital, le mec, il fait quoi à côté? Le clown, il fait des blagues. Ok. La meuf de la police, sa boss, elle arrive. Qu'est-ce qui se passe? Donc la boss lui explique le contexte. Le contexte, on a déjà entendu plein de fois avant, l'équinoxe et tout. Vous vous rappelez, c'est la 5e fois qu'on parle de ça dans le film. Et elle lui raconte tout ça. Elle lui explique et elle lui dit où aller. Et elle confirme qu'elle sait qui il est. Et là, tu sais, j'ai bugué, je me suis dit, attends, parce que le mec va nier en bloc. La meuf lui dit qu'il est Atoman et qu'elle sait. Et la meuf va recevoir comme réponse de sa part un mec qui nie. Il dit non, mais c'est pas moi. Mais attendez, on avait un doute. Il a pas de masque. Il a pas de masque. Et c'est sa tête. Il a pas de masque. Pourquoi il nie ce fils de pute? Mais c'est quoi ce truc de merde? Bref, il court parce qu'il a pas le temps. L'équinoxe, c'est dans quelques minutes. Il reste de toute façon 7 minutes dans le film. Et il dit à son agent, parce que c'est son agent, rappelez-vous, le clown, il dit à son agent, c'est l'équinoxe, il faut que j'y aille. Et l'agent, qui lui ramenait du café, il comprend c'est Kellogg's. Et du coup, il va chercher des céréales Kellogg's. Je me foutre en l'air. Il vole à la zone de combat de boss, évidemment avec des effets spéciaux magnifiques. Atterrissage full CGI devant Sami Nasri qui attend là, tranquille. Encore une fois, tourisme. C'est très beau, hein. Très très beau. Mais tourisme, on a compris. Et c'est vendu comme la fameuse confrontation. Mais les mecs se connaissent pas, en fait. Ils ont interagi 2 minutes avant, quoi. Une petite scène. Donc ils se battent. Hein, ils se battent. Comme ça. Pendant 4-5 coups. Pas 4-5 minutes. 4-5 coups. Remplis de particules. Il a pris combien à votre avis? Non mais je veux savoir, j'espère qu'il a pris 400 000. J'espère qu'il a pris 400 000. Après il doit avoir genre 2 jours de tournage, allez 3 grand maximum, peut-être 4. J'espère qu'il a pris beaucoup d'argent. J'espère qu'il a pris beaucoup d'argent pour 4 jours de tournage, 100 000 balles la journée. Ou comme l'acteur américain là qui prenait 50 000 balles par jour de travail. J'espère qu'il a pris autant. J'espère qu'il a pris au moins 200 000 balles pour 4 jours de tournage. Parce que là c'est ridicule. Là, c'est... Heureusement qu'il a plus trop de carrière, entre guillemets, hein, Sami Nasri, parce que là, c'est un suicide de carrière, quoi. Je suis choqué. Bon, sinon, vous voyez la scène. Bah, ils ont des lasers. On sait pas pourquoi. Alors, encore, le méchant a des lasers, ok. Mais nous, Atoman, il a jamais utilisé de laser. Mais là, ils ont des lasers. Et vu que c'est des lasers, bah, qu'est-ce qui se passe? Ils explosent. Les lasers, c'est un vrai plan du film. C'est pas une blague. Regardez, il y a Sami Nasri juste là. Les lasers explosent. Aucun impact. Ça n'a rien passé. Ça a juste explosé. Ça a eu aucun impact. Mais c'est là que le méchant révèle à Hakim qu'il a tué ses parents. C'est lui qui l'a fait. Donc lui, il veut se venger. Forcément. Vu que ses parents ont été tués par ce mec, il veut se venger. Donc, là, on a ce mec qui a révélé ça. Et à partir de maintenant, il ne va plus jamais rien faire. Il ne va plus agir. Pourquoi? On ne sait pas. Parce que du coup, Hakim va charger un super pouvoir. Il a invoqué des tornades. Il a invoqué une sorte de boule de feu qui ressemble à l'astrolabe, évidemment. Il l'utilise. Il cherche son pouvoir. Énorme explosion. On est d'accord, hein? Et c'est lui qui tombe et qui est fatigué. Parce que rappelez-vous, quand il utilise ses pouvoirs, il est fatigué. Voilà.
C'est tout. Et vu qu'il est fatigué, il a besoin d'aide, la confrérie arrive. Tabasse des gardes qui sont là, comme ça, d'accord. Ils arrivent à distraire un peu Samina Sri pendant que lui gelait Atoman. Ils se font pousser parce qu'ils sont faibles, évidemment. Atoman se réveille. C'est un vrai plan du film. Atoman se réveille avec une sorte de voix off, narration qui le motive. Il refait exactement la même chose. Exactement la même chose. Mais vraiment, dans une magnifique scène, évidemment, regardez comment c'est beau. Magnifique. Les effets spéciaux, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Donc, là, ça marche. Il le tue. Il a fait exactement la même chose, mais là, ça marche et il meurt. Il le tue. Littéralement, il le tue. Donc, il va récupérer l'amulette, l'astrolabe, là, la con. On est d'accord? Ok. La caméra va tourner autour d'eux, de la confrérie et d'Hakim et tout, après avoir carbonisé Samina Sri. Ce mec a un aigle. Il n'avait pas d'aigle avant. Je l'ai jamais vu avoir un aigle. Mais ce mec a un aigle. Ce mec a un aigle sur lui. Plan large, musique de l'artiste et c'est fini. C'est pas une blague, hein. Le film finit comme ça. Le film finit comme ça. Les intrigues. La meuf à l'hôpital. Son manager le clown. Sa mère. La lieutenant de tout à l'heure. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Où sont tous ces moments? Vous savez où ils sont? Dans la suite du film. Parce que oui, ils veulent faire une suite. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il y a une scène post-générique. Oui, moi j'ai attendu jusqu'à la fin. Alors Amazon Prime va vous dire de ne pas attendre jusqu'à la fin, mais il y a une scène post-générique à la fin. Donc moi j'ai attendu parce que j'étais choqué de ce que je viens de voir pendant 1h25. Donc j'ai attendu jusqu'à la fin. De toute façon ça dure 1 minute le générique. Mais j'ai attendu jusqu'à la fin. Et donc on est retéléporté ici, dans cet endroit de neige. Et les gens de la confrérie, ils viennent voir Hakim et lui disent on a perdu l'astrolabe. Ça là, qu'il a récupéré. Là, ça, ils l'ont perdu en scène post-générique. Mais on sait pas ce qu'ils ont fait avec. On sait pas où ils l'ont mise et tout, mais ils l'ont perdu. Parce qu'ils veulent faire une suite. Moi je veux la suite, hein. Non mais je veux la suite. Je veux la suite. Qui peut me convaincre que ce n'est pas du blanchiment d'argent? Qui peut me convaincre que c'est une proposition artistique intéressante ou juste tout simplement existante? Qu'est-ce qui vient de se passer? Le film mérite les humiliations. Le film mérite les critiques. Le film mérite de se faire moquer. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, c'est juste pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? C'est peut-être le pire film que j'ai vu de ma vie. Avec des Birdemic, des Dragon Ball Evolution, ces conneries-là. C'est l'un des pires que j'ai vu de ma vie. Je sais pas si c'est le pire de l'année, parce qu'au moins, la guerre des mondes, il y avait un truc nanardesque un peu fun. Là, c'est juste gênant. C'est juste dur à regarder. Oh, horrible. Horrible. Donc, s'il vous plaît, ne regardez pas ce film, ne perdez même pas votre temps. Utilisez votre énergie vitale pour autre chose. Non, mais sincèrement, parce que là, c'était catastrophique. Donc, ne matez pas ça, s'il vous plaît. Pour ceux qui l'ont vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Non, mais vraiment, je suis curieux. J'ai envie de savoir. Moi, ça m'a détruit. Vous le voyez. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous adorez ou détestez. Et pourquoi vous avez regardé ça. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le cadre épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram, Facebook, Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.